Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, d'Ether, des altcoins. On verra également le marché US qui a corrigé hier. On va surtout commencer avec le discours de Jérôme Powell qu'il a tenu hier. Alors quand je vous ai fait une update, on était entre le discours et la première baisse des taux qu'il y a eu. Alors la baisse des taux n'a eu aucun impact parce que c'est des annonces qui sont déjà pricées. Pourquoi ? Parce que comme c'est attendu, il y avait 95% de chances que on ait une baisse des taux. Donc ça c'est des informations qui sont déjà enregistrées dans le cours. Maintenant, on a Powell qui a pris la parole avec un discours plutôt bearish sur différents points. Alors déjà, on a le marché crypto qui a plutôt mal réagi quand il a dit comme quoi on ne cherchait pas à faire une réserve du BTC, qu'on n'allait pas modifier cette loi ici. Donc voilà, premier point, la réserve de Bitcoin qui le marché crypto n'a pas aimé. Maintenant, là où ça a vraiment surtout impacté le marché, c'est quand il a commencé à nous faire comprendre que potentiellement l'inflation pouvait être de retour, que ça allait être plus compliqué que prévu, et au final, au lieu d'avoir peut-être 4 baisses des taux, on en allait en avoir seulement 2. Donc c'est ça où ça a eu un impact sur le marché, parce que automatiquement quand on a une économie qui se porte bien et qu'on se projette par exemple en 2025 d'avoir 4 baisses de taux, le marché l'anticipe dans le cours. Tout est déjà pricé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous tradez tous les jours, toutes les annonces qui arrivent, où on est déjà au courant, ils sont déjà pricés, ils sont déjà enregistrés dans le cours. Ce qui change et ce qui va avoir un impact sur le cours, c'est quand il y a une modification de ces annonces-là. Donc c'est pour ça des annonces ça va être par exemple des résultats d'entreprises qui sont revus à la baisse, ça va jouer sur le cours, parce que ça, c'est une news que personne n'avait anticipé. Quand de base, les investisseurs, le marché enregistrait par exemple 4 baisses des taux et qu'on passe à 2 voire 1, bah automatiquement, les investisseurs réajustent leur position en fonction de la news qui est arrivée, et ça a automatiquement un impact sur le marché. Donc dites-vous que toutes les news où vous avez l'info, elle est déjà pricée dans le cours. Par contre, voilà, comme la décision sur les taux d'intérêt, ça, c'est déjà enregistré. Par contre, le discours de Jérôme Powell, personne ne peut l'anticiper. Personne ne peut savoir ce qu'il va dire à l'avance. Et c'est pour ça qu'on a un marché qui réagit à l'instant T. Parce qu'en fonction de ce qu'il va dire, ça va modifier la perception du marché par les investisseurs. Il y en a qui vont vouloir plus être exposés à un marché risk-off, d'autres plus à un marché risk-on. Et automatiquement, tout ça, ça joue. C'est pour ça que je trade très peu les news de mon côté. Donc un discours plutôt bearish pour cette fin d'année 2024. On le voit bien avec un BTC qui a fortement corrigé. On a un marché US qui a énormément corrigé. On voit ici une candle en 4 heures, moins 3%. C'est assez rare d'avoir des comme ça, moins 3% aussi rapidement sur le SP500. Nasdaq aussi qui a bien corrigé. Et je trouve, selon moi, que les cryptos s'en sortent bien pour un marché US qui a autant corrigé. Comme je dis, quand on prend un moins 3% ici sur le SP500, si je regarde la journée en daily là, si je prends du point le plus haut au point le plus bas, en prenant les mèches, on est sur un moins 4%. BTC, lui, enregistre seulement un moins 6%, moins 5,59%. Donc je trouve, personnellement, qu'on s'en sort plutôt bien. D'accord, ça aurait pu être pire, mais ça nous montre que on est en bull market et qu'il y a quand même une demande qui reste assez importante pour les cryptos. En tout cas, franchement, dans un contexte totalement différent de là où on est actuellement, une annonce comme ça avec un SP500 qui chute autant, c'est du moins 10% minimum sur le BTC. Là, je trouve, comme je l'ai dit, on s'en sort plutôt bien. Donc voilà, ça c'était, on va dire, pourquoi le marché a baissé. Maintenant, attention à vous poser la question du pourquoi. Franchement, le pourquoi, c'est pas le plus important. Le pourquoi, ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé et potentiellement de, par la suite, voilà, mieux maîtriser le contexte économique et prendre des décisions qui peut... c'est acquérir de l'expérience, acquérir de l'information de pourquoi le marché a baissé pour les prochaines fois potentiellement réajuster votre curseur. Et sachant qu'on ne peut pas anticiper à l'avance les news, même ça c'est compliqué de le faire. Donc quand on a un marché qui baisse, on s'en fout de savoir pourquoi. Comme je dis, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est à l'instant T, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez des positions, que ça soit des longues ou des shorts, ou est-ce que vous ne faites rien? Mais dans tous les cas, vous devez savoir ce que vous faites. Et vous devez pas être là, la charte devant les yeux, et à vous demander, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre un long? Est-ce que un short? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, je ne trade pas. Non, ça, vous devez le savoir à l'avance. C'est pas quand le marché baisse que vous êtes en panique, que vous ne savez pas quoi faire. Donc c'est pour ça, se poser la question de pourquoi le marché baisse, c'est une chose, ça vous permet de comprendre, et ça, ok, je l'entends. Par contre, c'est pas la chose prioritaire. Parce que quand le marché baisse, que vous sachiez pourquoi il baisse ou pas, dans tous les cas, il baisse. Il faut prendre une décision, ou ne pas en prendre et ne rien faire. Ça peut faire partie d'une stratégie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, une décision doit être prise. Donc voilà, ne restez pas focalisé sur le pourquoi, cherchez surtout à qu'est-ce que vous faites concrètement, quelles actions concrètes vous mettez en place quand on a un marché comme ça qui baisse. Maintenant, on a une clôture daily, moi que je n'aime pas personnellement. Je vous avais dit comme quoi, si on commençait à clôturer en dessous de ce niveau-là, ça nous montrait
signal d'affaiblissement moyen terme baissier sur le BTC. Pourquoi? Parce que déjà, on a quand même une bougie qui nous montre qu'on a un regain des vendeurs, un intérêt vendeur qui est bien présent, avec pour le moment un top au maximum vers les 108 000 $. On a un ravalement baissier, et surtout, on réintègre une polarité qui est assez importante, qui était ce précédent range qui faisait office de résistance, et techniquement, quand on est passé au-dessus, on est censé le flip en support. Donc là-dessus, le fait de repasser en dessous et de clôturer en daily en dessous, ça nous montre quand même qu'on a de l'intérêt. Maintenant, il y a une différence entre break et acceptation. Vous vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé. C'est deux choses complètement différentes. On peut break, mais ensuite avoir une réintégration. Et dans ce cas-là, on n'a pas de l'acceptation sous un niveau. La différence, c'est que là, pour le moment, on a break et on est repassé sous ce niveau-là. Pour parler d'acceptation, faudrait se faire rejeter, comme on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire tenter de réintégrer et solder tout ça par un échec, chose qui est le cas pour le moment. On voit qu'on a une tentative de reprise haussière par les acheteurs qui est directement rejetée, et on repasse sous ce pivot des 101 000 $ à peu près. Et l'acceptation, c'est tout simplement passer plusieurs jours en dessous un niveau, ou tenter de break ce niveau-là et le réintégrer. Donc si déjà on commence à clôturer en daily à nouveau sous cette polarité, on aura de l'acceptation. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous dit que, ok, très bien, moi ça change pas, je vous ai présenté ce que je voyais, on évolue au-dessus de ce pivot-là, j'ai un biais bullish, je cherche des achats, je cherche à accompagner la tendance sur les altcoins. On passe sous le niveau des 101 000 $, globalement, j'ai un biais neutre. Ça veut dire que je vais pas spécialement dire que ça y est, c'est reparti to the moon, faut absolument long le marché et que c'est hyper bullish. Je suis plutôt méfiant. Je vais observer ce que le marché me propose. Parce qu'on a quand même un niveau de support assez rapide sur le BTC, juste en dessous. 98 900 $ à peu près. On voit qu'on a été le toucher ici. On a méché, c'était ce précédent haut de range, on a plus bas qu'on a rejeté. Donc globalement ici, ça va être une zone, tout ça jusqu'à 91 000, voire 85 000 $, ça dépend de la manière on y va. Mais globalement, dans toute cette zone-là, ça va plutôt être une zone où je vais être neutre. C'est-à-dire que je peux avoir des achats, je peux avoir des shorts, mais je vais surtout observer comment le marché réagit. Si par contre on commence à s'installer sous les 85 000 $, j'aurai plutôt ici un biais bearish. Donc sur le BTC globalement, soit on reclaim cette zone-là, et j'aurai plutôt un biais bullish à chercher. Alors là on est en daily. Moi je prends mes décisions là sur du daily, clôture incluse. C'est-à-dire que c'est pas juste on passe au-dessus et dans la journée ça y est, c'est reparti to the moon. Non, on attend les clôtures. Donc globalement, là soit on repasse au-dessus des 101 000 $, et je redeviens bullish sur BTC et également les altcoins. Si on commence à se faire rejeter, parce que là actuellement maintenant on est sur résistance, le fait d'avoir réintégré ce niveau-là, globalement j'ai un biais neutre, c'est-à-dire je vais plutôt patienter, me méfier, ne pas trop immobiliser mon capital et ne pas commencer à faire all-in, alors que potentiellement on est sur un top un peu plus long terme, et rien ne nous empêche d'avoir une correction de 2-3 semaines, un pullback par exemple à la zone des 91 000, 85 000 $, et repartir par la suite. Et si je dézoome une charte, rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pour ça que ça serait la fin, que ça y est, on peut plus aller chercher les 120, 130 000 $? Non, ça sera insignifiant après si on a une hausse. C'est comme la baisse qui est là. Alors oui, au moment où on y est, on se prend quand même un moins 32%, donc ça peut faire peur. Sauf que si on dézoome la charte, au final, c'est une baisse normale. C'est normal. On fait un nouveau sommet et c'est une baisse insignifiante quand on dézoome tout simplement la charte. Mais au moment où on y est, c'est une vraie baisse. Chose qu'on pourrait être actuellement. Donc voilà, si on passe et on réintègre et on repasse sous cette polarité qu'on a actuellement, qu'on a de l'acceptation, j'aurai globalement un biais neutre. Ça veut pas spécialement dire que je suis bearish, mais je serai méfiant. Si on commence à revenir chercher 92 000, 85 000 $, en fonction de comment on y va, si on a un affaiblissement des vendeurs, si on y va avec une réaction acheteuse, ici, je chercherai des achats, parce que ça reste de très bons points d'entrée selon moi pour se positionner. Si par contre on commence à perdre ces niveaux-là, j'aurais plutôt un biais bearish. Biais bearish, ça pourrait être tout simplement réduire mon exposition sur certaines cryptos, ça pourrait être prendre des shorts sur du court moyen terme sur le BTC, parce que si je mets ici des moyennes mobiles, le fait de repasser sous ce niveau-là, on aurait un cross du tunnel 1 heure sous le tunnel 4 heures. Et vraiment sur du long terme, moyen terme plutôt, avoir un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, c'est pas bon. C'est pas bon et ça reste un signal où faut se méfier. Vous voyez qu'on est dans une bonne dynamique qui est haussière, on a 1 heure, le tunnel orange là, qui est au-dessus du 4 heures. Alors des fois il y a des signes, voilà, on perd, il peut y avoir des fausses cassures, bien entendu ça arrive, mais globalement tant que le 1 heure reste au-dessus du 4 heures, c'est un bon point pour savoir que ok, on a une bonne tendance haussière. Quand on commence à perdre le 1 heure recrosse le 4 heures, on rentre dans un range, voire dans une phase de correction.
Si on regarde le top de marché de 2021, on a un cas concret. Une heure qui évolue au-dessus du 4 heures, et dès qu'on repasse en dessous, eh ben, on a une tendance baissière. Oui. Jusqu'à rentrer dans un range, et on repasse encore en une heure qui évolue sous le 4 heures. On a 2 points ici. On a cette première impulsion baissière, avec le 1 heure sous le 4 heures, on range cette seconde impulsion baissière, avec le 1 heure sous le 4 heures. Et pareil, qu'on ait une heure qui recrosse à la hausse, c'est un signal aussi. Donc, c'est pour ça que, globalement, on peut faire des excès, 92 000, déjà 85 000, on perdrait quand même le tunnel 4 heures, ce qui est techniquement assez rare en bull market. Mais si on commence à passer les 85 000, ouais, ça serait un bon signe de dégradation. Après, si on a un pullback ATH, 74 000 $, on a une bonne confiance avec le tunnel daily, mais globalement, sur du court moyen terme, j'aurai un biais qui sera baissé. Maintenant, c'est là la différence entre le long terme et le court moyen terme, c'est que on peut être bearish sur du court terme, mais rester bullish sur du long terme. Techniquement, si on a une mèche weekly assez brutale, qui nous pullback 85, voire 77, et qui réintègre assez haut, bah, on est toujours bullish sur du long terme. Par contre, entre-temps, sur du court terme, on sera passé quand même de 99 000, 100 000 $ à 80 000 $. On aura des signaux vraiment baissiers sur du court terme. C'est là la différence entre, comme je l'ai dit, le long terme et le court terme. Donc voilà comment je vois les choses actuellement sur le BTC. Un biais bullish où je cherche des achats si on repasse au-dessus et qu'on clôture en daily au-dessus de ce niveau-là, la ligne orange. Actuellement, j'aurais plutôt un biais neutre, c'est-à-dire que je vais me méfier, je vais pas me positionner n'importe comment, et je vais bien gérer mon exposition au cas où on est potentiellement sur une phase de retournement. Et si on commence à s'affranchir des 85 000 $, ça serait un signal quand même pas très bon, parce que on repasserait sous un niveau. Pareil, il faut de l'acceptation. Si on a juste une prise de liquidité, réintégration, non. Par contre, si on a prise de liquidité, réintégration, pullback, rejet, et on continue à maintenir des creux, des sommets de plus en plus bas, là on parle vraiment de cassure, de break et d'acceptation. Voilà comment je vois les choses actuellement sur le BTC, et dans tous les cas, on n'est toujours pas sur des bons niveaux pour se positionner. C'est-à-dire soit vous étiez sur l'intraday, sur du swing, positionné sur le BTC, et dans ce cas-là, bah, peut-être vous invalidez, peut-être vous prenez votre perte, vous passez à autre chose. Par contre, la personne qui me dit ah bah moi je suis rentré en spot sur le BTC sur les 105 000 $, et je suis bloqué, j'ai la tête sous l'eau, j'ai envie de dire tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce qu'on n'est pas sur une bonne zone d'achat. Alors à moins que la personne me dise j'ai une vision ultra long terme et BTC je vise 2030, 2040, je veux dire bon bah allez, pourquoi pas, tu fais ton DCA, peu importe, le prix t'impacte très peu parce qu'il y a de grandes chances qu'en 2030, 2040 BTC soit largement au-dessus des 100 000 $. Mais si tu vises 3-4 ans, on n'est pas sur des niveaux de valorisation intéressants. Et ça, pour ça, il n'y a pas grand chose à faire à part prendre un Fibonacci, 0,118, c'est la bonne zone. Également, vous pouvez prendre le coût de production. Coût de production du BTC, vous prenez cet indicateur-là, vous allez ici en daily, vous mettez ici 0,035, et vous avez ici le coût de production du BTC, qui a doublé depuis qu'on a eu le halving. On a un prix plancher vers les 41 000 $, et une valeur haute vers les 70 000 $. Le prix plancher, c'est extrêmement rare qu'on y arrive. Vous voyez, pendant le crash Covid, on l'a eu. Sinon, c'est assez rare. Donc là, ça voudrait dire que un BTC au niveau des 42 000 $ est très 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 peu probable. Et si on y revient, c'est des niveaux d'entrée exceptionnels. Moi ici, bien sûr, je rentrerai fortement sur le BTC si on vient chercher ces zones-là. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que, voilà, ici vous pouvez avoir la valeur intrinsèque du BTC avec le coût de production. Maintenant, dans tous les cas, gérez toujours votre curseur d'exposition, c'est toujours la même chose. Et attention à ne pas faire une erreur. Attention à ne pas faire une erreur sur l'évolution de votre... C'est très important ce que je vous dis, et même moi je suis concerné, parce que inconsciemment, on pense de cette manière-là. On a tous, ça va être par exemple avec des fichiers Excel, ça va être avec des outils de tracking de portefeuille, ça va être avec des outils de gestion de patrimoine comme Finari, qui est peut-être connu, que vous utilisez, ça va vous calculer l'évolution de votre portefeuille. Admettons, vous avez commencé à, j'ai envie de dire, 5 000 $, hop, et là vous êtes à 40 000 $. Là, vous avez l'évolution de votre capital, d'accord, en fonction de l'évolution du marché. Sachant qu'on est en baisse sur les dernières semaines, sur les altcoins, peut-être que votre portefeuille ressemble à quelque chose comme ça, admettons. Et là, du coup, on va dire, à 30 000 $. L'erreur, et même moi je suis le premier à le faire, et après je prends du recul et je me dis non, arrête de penser comme ça, c'est pas la bonne approche, c'est de regarder l'ATH qu'on a fait de son wallet, 40 000 $, et de se dire ah bah j'ai perdu, je suis à moins 10 000 $. Et de se dire du coup, bah non,
je peux pas vendre ici alors que je pouvais vendre 10 000 $ au-dessus. On ne compare et on ne prend jamais l'ATH de son wallet. Parce qu'on aura toujours un wallet on aura toujours un top sur son ATH. C'est hyper rare d'être en permanence tous les jours, en ATH sur son wallet. C'est hyper rare. Donc très souvent, on aura un ATH qui sera à moins 10%, moins 20%, ça dépend bien sûr après de votre exposition. On aura toujours un top. Le point le plus bas, regardez, il est là. Faut pas chercher à se dire, ah bah, je suis à 10 000 $ de mon ATH, je suis à ça de mon ATH, j'ai perdu du temps. Non, ce qu'il faut regarder, c'est se dire, ok, bah là actuellement, je suis sur un x6. Je suis sur un x6. Et est-ce que quand on était à 30 000 $ à ce niveau-là, j'étais comment? Mais j'étais super content. C'était trop bien. J'étais en ATH, tout se passait bien. Je suis au même niveau. Et là, je suis au fond. Je suis au fond, j'en ai marre, les cryptos ça me saoule, non. Et beaucoup pensent comme ça, hein. Beaucoup sont là actuellement, beaucoup vivent mal la situation. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on passe tous par un ATH wallet, c'est tout à fait normal, mais ça doit pas être un point de repère. L'ATH wallet, ça doit pas être votre point de repère où vous vous dites, ah bah maintenant que j'ai perdu cet ATH, ça y est, c'est terrible. Non, parce que c'était des plus-values à ce moment-là, c'était des plus-values latentes. Il y avait rien de clôturé. Le point de référence, il est là. C'est celui-là que vous devez le prendre. Rappelez-vous à combien vous avez commencé. Et là, ok, là c'est sûr que si vous avez commencé à 5000 et vous êtes à 3000, ok, là il y a des soucis. Par contre, de commencer à se dire, ah bah tiens, j'ai commencé à 5000, je suis monté à 40 000 et actuellement je suis à 30 000, et c'est la merde, c'est trop compliqué ce marché, je comprends rien, etc. Non, ça c'est prendre le mauvais point de repère. Le point de repère que vous devez prendre, il est ici. D'accord? Et ça, vraiment, inconsciemment, vous pouvez le faire. Même moi, des fois, inconsciemment, comme ça, je regarde mon ATH wallet, je dis, ah bah j'en suis là, etc. Et non, le point de repère, il est là. Et en prenant du recul, toujours je me dis, mon point de repère il est là. D'où je viens, combien j'ai multiplié mon wallet, etc., etc. Ne faites pas l'erreur de vous dire, bah tiens, je prends mon ATH wallet et je suis à temps. Non, ça veut rien dire parce qu'on a tous un ATH wallet et on aura toujours un ATH wallet. Et c'est hyper rare d'être tous les jours en ATH wallet. Et si vous le regardez en permanence, vous avez un faux point de repère qui vous crée des biais et des biais qui vont vous faire prendre de mauvaises décisions. Donc ça, ce que je vous dis, c'est vraiment important. Et si vous l'implantez dans votre stratégie, dans votre prise de recul, quand vous prenez des décisions, ça vous évitera de faire des erreurs selon moi. Voilà. En tout cas, sur BTC là-dessus, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Si je regarde comme ça maintenant sur du plus court terme, en un 15 minutes qui est baissier, hein, on voit depuis qu'on a perdu ce niveau-là, j'avais pris ce long, j'avais TP partiel 50%. D'ailleurs, voilà, faut que je rebondisse après sur un message privé que j'avais eu au moment où j'avais TP partiel sur Chainlink. Ça m'y fait penser, il faut que je revienne après. Mais voilà, 15 minutes qui est orienté à la baisse, qui fait office de résistance pour le moment. On voit bien le switch d'une tendance haussière à une phase neutre de range ici, et ici à une dynamique qui est plutôt baissière. Donc si on revient là chercher sur du court terme, 97 000 $, tunnel 4 heures, point pivot weekly, il peut y avoir des longues qui s'achètent à ce niveau-là. Je voulais revenir également sur un point où j'avais partagé voilà cette position que j'avais prise sur Chainlink, où j'avais clôturé, j'avais TP 50% de ma position. Et au moment où je clôture, ou non, peut-être 2 jours après, j'avais fait la vidéo où je clôture, je reçois un message privé sur Discord, où le mec il me dit, en toute bienveillance, il y a rien de mal, mais il me dit, je comprends pas, pourquoi tu TP 50% de Chainlink, alors que au fond de toi, tu sais que Chainlink peut aller plus haut, t'as des objectifs long terme sur ton portefeuille spot, je comprends pas, pourquoi tu clôtures 50%? Patiente, c'est ça qu'on me dit. Et ça peut être compréhensible pour une personne qui commence, qui ne comprend pas la différence entre le spot investissement long terme, où j'ai des targets beaucoup plus élevés, et le trading, on va dire, moyen terme. J'ai plusieurs façons de m'exposer sur les marchés. Soit je m'expose sur du très long terme, c'est plutôt de l'investissement, c'est des revenus plutôt passifs, parce que je rentre en plusieurs fois, mais après, voilà, ça me demande pas un gros travail, à part de rentrer en position sur des zones clés, fixer des zones de prise de profit, et me tenir à mon plan, d'accord? Et ensuite, il y a le trading plutôt actif, où là, ça va être tous les jours de regarder les charts, de voir si certains setups s'enclenchent, et c'est beaucoup plus prenant mentalement parlant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille à tout le monde de ne jamais être 100% trading. D'avoir un capital 100% trading, pour moi, c'est une erreur. Ayez un capital d'investissement et de trading. Et moi, j'ai pas honte de le dire, et si ça pose un problème, eh ben, dites-le moi, mais en tout cas, moi, ça me pose pas de problème, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et je ne changerai pas pour que ça soit meilleur aux yeux des autres, mais j'ai un capital d'investissement qui est beaucoup plus important que mon capital de trading. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça, je le vis très bien, et ça ne changera pas. Et je vais pas commencer à me dire, non, moi je veux des revenus 100% trading, je fais all-in dans le trading, et je veux rien en investissement, parce que les pros de Wall Street, ils sont 100% trading, le mec qui scalpe avec ses 15 écrans, il fait 100% du trading. Non,
Tous ces gens-là, ils ont un capital d'investissement parce que ça leur permet, quand il y a des mois de trading compliqués, d'être beaucoup plus à l'aise en ayant des revenus annexes. Et moi, là, j'ai pas honte de le dire, comme je l'ai dit, j'ai un capital d'investissement qui est plus important que mon capital de trading. Donc, maintenant, voilà, il y a plusieurs manières de m'exposer, et sur ce genre de position, je ne rentre pas avec mon capital d'investissement, parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il y a la gestion active, il y a la gestion passive. Et là, dans ce genre de configuration, c'est plutôt de la gestion active. Mon but en gestion active, c'est pas de faire x5, x10. À partir du moment où je rentre en position, j'ai une crypto qui rebondit et qui fait déjà un plus 30%, c'est déjà une très bonne performance. Sur des positions swing, aller trouver des actifs comme ça en 2 jours où vous prenez 30%, il y en a pas énormément. D'accord? Donc voilà, je préfère clôturer 50% de cette manière-là. Je sécure et j'avais toujours 50% et j'ai toujours à l'heure actuelle 50% sur Chainlink au cas où on va plus haut. Si on commence à revenir chercher mon prix d'entrée et des niveaux plus bas, je clôturerai parce que mon but c'est pas non plus de transformer une position gagnante où j'ai clôturé 50% à une position perdante avec un Chainlink qui se retrouve tout en bas. Donc voilà, c'est la différence entre la gestion active, la gestion passive. Mais oui, la gestion passive, je suis en position sur Chainlink, un prix d'entrée très confortable sur les $6 et je laisse courir et voilà, mon premier gros TP c'est les $34. Je sais pas si on va y aller, dans tous les cas là c'est de la patience, c'est le portefeuille long terme, on patiente et on verra tout simplement ce que ça donne. C'est surtout de l'analyse technique mais également de l'analyse fondamentale, de l'analyse de la tokenomics, de la gestion de portefeuille et j'en passe, mais deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça je prends mes profits, et en prenant mes profits, ça me permet potentiellement de me réexposer, si on retourne chercher des niveaux plus bas sur Chainlink, avec la prise de profit que j'ai eu. C'est comme ça qu'on fait gonfler tout simplement un portefeuille en gestion actif. Alors j'ai beaucoup parlé, j'ai partagé pas mal de conseils là-dessus. Au niveau des altcoins, on a des altcoins qui corrigent un peu plus avec une Bitcoin dominance qui augmente. De toute façon, tant qu'en général les altcoins, pour qu'ils performent, pour qu'ils aient leur heure de gloire, il nous faut un BTC qui ne fait pas grand chose. Si on a un BTC qui pump trop, on l'a vu, au moment où il a fait un nouvel ATH ici, il est passé au-dessus des 104-105 000 $, on a eu une Bitcoin dominance qui a commencé à monter. Quand on a un BTC qui corrige et qui prend un moins 5% en une journée, on va avoir également une Bitcoin dominance qui monte, pardon. Le scénario parfait pour avoir une Bitcoin dominance qui baisse comme on a eu ici, c'est un BTC qui ne fait pas grand chose. Si on prend ici à partir de quand sa baisse commence du 21 novembre au 7 décembre. Si on regarde ce que fait le BTC le 21 novembre, vous voyez, 21 novembre, c'est quand il a commencé son range. 21 novembre, 7 décembre. Vous voyez, pendant ces deux bornes-là, il rangeait. Il était entre deux bornes et il faisait pas grand-chose. Et avant, on n'était pas dans un range parce qu'on avait un fort élan haussier, et après, parce qu'on a break et on a eu également un élan haussier. Donc pour le moment, les altcoins, la meilleure chose à faire, c'est toujours de prendre les altcoins les plus fortes. J'en avais trié ici. ENA, c'est une crypto qui est forte. Si je mets des moyennes mobiles, c'est magnifique ce qu'elle nous fait. Tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est une crypto qui est forte. SUI, pareil. C'est une crypto qui est forte, au-dessus de ses moyennes mobiles. AVAX, un peu plus faible, à perle 4 heures. Ondo, toujours forte. Hop, ça veut bien se mettre. Bon, Ondo a du mal, mais elle a bien rebondi, et voilà, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Chainlink, pareil, dans son tunnel 4 heures, toujours dans un élan haussier. AAVE, pareil, toujours dans une dynamique haussière, avec un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Donc ça, c'est le premier point, c'est de prendre des altcoins comme ça. J'ai pas envie de me positionner sur peut-être un algo, algo encore ça va. Qu'est-ce que je peux avoir là comme altcoin? Kaspa c'est faible. Vous voyez, Kaspa, c'est l'exemple parfait, j'ai pas envie de me positionner là-dessus. Parce qu'on est sous les moyennes mobiles, parce qu'on a perdu des niveaux, c'est pas des altcoins qui sont fortes. Donc soit je fais de la continuation de tendance en me positionnant sur des cryptos qui, si le marché repart, eh ben ils vont bien repartir, parce que c'est ceux qui ont le mieux performé ces derniers jours, ou soit je fais ma liste de cryptos qui m'intéressent, qui ont des charts qui peuvent potentiellement m'intéresser au cas où on a des pullbacks, et de patienter qu'on revienne chercher ces niveaux de prix. Comme je l'ai dit, Ether, 3400, bonne zone pour chercher des achats, 2800, 2900. Et c'est pas 3400, mais ça va rebondir tout de suite. C'est ok, je commence à construire des positions à partir de 3400, parce que j'estime que on est sur des niveaux de support intéressants. Là actuellement, si on a pattern de retournement dans cette zone de localisation, on est également dans une bonne zone. Et si on commence à se rafraîchir du tunnel 15 minutes, on commence à avoir une pattern de retournement, oui, on est également sur un gros niveau de support. Mais les 3400, d'un point de vue action du prix, c'est une zone que je préfère. Donc là, vous pouvez prendre comme ça votre liste de crypto. Par exemple, BNB, de toute façon, mon trade il est clôturé, je peux supprimer ça. Mais vous voyez, ça va être, hop, tout simplement, BNB c'est une crypto qui reste forte dans son tunnel 4 heures, mais si on le perd, ce tunnel 4 heures, ça va être de déterminer un point de repère, au cas où on y va,
pour potentiellement se positionner. Et ce niveau-là, qui est tout simplement notre précédent haut de range qui a fait office de résistance, on la flippe en support. Si on commence à revenir chercher les 615-620$, très bonne zone pour chercher des achats. Donc on peut prendre les altcoins fortes, faire de la continuation de tendance avec des moyennes mobiles, ou alors si on perd les moyennes mobiles, va falloir revenir chercher soit le tunnel daily, soit des gros niveaux de support weekly, voire même monthly. Ça c'est un gros niveau sur BNB, mais on va plutôt regarder les supports weekly. Voilà, sinon pas grand chose à ajouter. D'un point de vue order flow, toujours un funding qui est plutôt faible, mais on n'a pas liquidé énormément de monde. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus de liquidation sur le BTC. Quand je regarde comme ça, les liquidations sont plutôt faibles. Donc c'est assez surprenant. Au niveau des fundings, toujours des fundings globalement neutres, voire presque négatifs pour certains. Mais on retrouve des fundings qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Donc on continue cet élan-là. Et au niveau des spreads, toujours des spreads plutôt négatifs, et même on a été chercher des niveaux assez bas qu'on n'a pas eu depuis un moment. Donc on voit que même sur un marché qui, techniquement, sur le BTC, franchement faut prendre du recul et être honnête et pas se voiler la face. On n'a rien retracé. Il n'y a aucun retracement sur le BTC actuel. C'est rien. Je me mets en log, je prends la hausse, je supprime tout là. On prend du recul, hop. On se ment pas soi-même. Honnêtement là, c'est rien. Franchement c'est rien. Pour ceux qui ont connu des moins 50% qui sont arrivés comme ça une journée, c'est rien. Et c'est la question que je me pose, c'est si on a un BTC qui corrige, mais je parle pas d'une grosse correction, je parle d'un moins 20%. Ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Ça serait une correction saine. C'est pas pour ça que ça serait la fin, que le bull market il est achevé et qu'on retourne chercher les 30 000$. Moins 20%, bah, je me demande les altcoins comment ils pourraient réagir à ce genre de baisse, parce qu'on a des altcoins certaines qui ont déjà pris assez cher. Donc voilà, tout est une question d'exposition. C'est pour ça que à l'heure actuelle, et même ces derniers mois, j'ai toujours eu 50% de mon exposition sur BTC plus Ether. Parce que c'est ce qui me correspond le mieux, parce que c'est hors de question, pour moi, pour mon profil, ma manière de fonctionner, d'être 100% altcoin. Alors il y en a qui vont dire, ah oui, mais toi t'es pas DGN, moi je suis comme ça, il me faut mon x100, je suis 100% altcoin, parce que c'est soit je finis SDF, soit j'ai une lambeau. Alors peut-être ça va être la mentalité de certains, c'est pas du tout la mienne, et je trouve qu'avoir une exposition en BTC plus Ethereum à 50%, c'est une très bonne exposition. Je pourrais pas être à 100% BTC Ether, parce que j'ai besoin de certaines altcoins pour performer, parce que ça m'intéresse aussi de me renseigner, mais je pourrais pas être 100% altcoin. Et actuellement, le fait d'avoir 50% BTC, 50% BTC plus ETH dans mon portefeuille, ça me permet de bien quand même surfer sur ce bull market. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Partagez-moi votre avis sur ce que vous en pensez du marché actuellement. Souvenez-vous de ce que je vous ai partagé sur comment je vois les choses. Si on est plutôt biais haussier, biais neutre, biais bearish, ça vous permet d'avoir une ligne directrice et de la respecter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.